Nous allons commencer. Je vais faire une approche socio-économique. Une approche socio-économique, c'est-à-dire que je ne suis ni purement économiste, ni purement sociologue. Donc je vais faire une espèce de mélange des deux. Et je vais revenir à un tout petit historique pour rappeler un petit peu de quand date la consommation. Grosso modo, la consommation, c'est-à-dire le fait d'avoir accès à un plus vaste panel d'objets que ceux qui permettent la simple survie, ça date à peu près de la fin du Moyen-Âge, avec les grandes foires, et avec l'arrivée d'éléments qui suscitent l'envie et qui peuvent créer un certain effet d'imitation. Ce qui est important de noter, c'est que la consommation un petit peu excessive, telle qu'on la connaît, sur laquelle on réfléchit pour savoir si elle est addictive, elle date à peu près du 19e. C'est pour ça qu'il est intéressant, pour ceux qui seront les plus pris par ce sujet, de relire et éventuellement de revoir Au bonheur des dames de Zola, qui décrit au 19e un grand commerce tel qu'on le connaît maintenant. Et c'est un élément qui est important, c'est de revenir sur cette dimension historique. La consommation telle qu'on la connaît, avec ses excès, ses effets de mode, en fait, elle est beaucoup plus ancienne que ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce phénomène est ancien et qu'il est contemporain de ce qu'on appelle le capitalisme. Alors le capitalisme, là pour le coup, au sens... Pardon, vous dites ? Alors, attention, parce que là, il y a encore un saut entre les deux. Quand je vais parler de capitalisme, je parle du capitalisme au sens, là, pour le coup, économique du terme, et pas forcément au sens où on l'entend d'une façon plus générale. Donc ce capitalisme, ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, depuis le 19e, il s'est très fortement développé, il s'est fortement implanté en nous. C'est pour ça que notre contexte actuel, il est à la fois capitaliste, au sens du 19e, et il est digitalisé. Et ça a un effet très important, parce que les pratiques digitales et les pratiques capitalistes nous ont transformés quelque part en micro-capitalistes. Cette notion, elle est importante, cette notion de micro-capitalisme, parce qu'en fait, les plateformes que nous utilisons régulièrement, qu'elles s'appellent Amazon, Vinted, Le Bon Coin ou tout autre, elles participent à un véritable phénomène économique que j'ai noté comme étant une marchéisation. C'est-à-dire c'est une grande transformation parce que beaucoup d'éléments qui étaient encore gratuits il y a une vingtaine d'années sont maintenant devenus des éléments qui se marchandisent avec une relation, une offre et une demande, un prix et d'une certaine façon un contrat. C'est-à-dire que par le passé, quand nous avions besoin d'une perceuse, on allait sonner chez notre voisin. On lui empruntait sa perceuse et le samedi soir, on faisait un apéro pour fêter le fait qu'on avait dignement fait un trou dans le mur sans passer chez le voisin. Maintenant, la pratique, qui est de plus en plus courante, c'est d'aller sur Allo Voisin et de payer une somme symbolique à quelqu'un qui louera sa perceuse. Et on peut multiplier les exemples. On peut prendre les exemples des autostoppeurs qui sont devenus Blablacar, des passagers sur Blablacar, ou la revente de biens d'occasion qui conduit à ne plus faire de dons, mais à essayer de valoriser. Et cette image que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps sur les EcoStart illustre bien cet élément. En 11 ans, j'ai gagné 7 316 € sur Blablacar. Voilà, c'est-à-dire que l'idée belle et généreuse d'une économie collaborative qui serait mue par des valeurs de générosité, de partage, etc. En fait, si on analyse un peu plus profondément ces phénomènes, on se rend compte qu'ils sont complètement battus en brèche par une réalité toute simple, c'est que ce cher personnage a compté euro par euro ce qu'il avait gagné sur Blablacar. Donc c'est un élément qui est très important. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Tous capitalistes », parce que ce conducteur de Blablacar ne se rend probablement pas compte qu'en fait,
il est à sa façon, à l'insu de son plein gré, selon l'expression connue, et il est micro-capitaliste, sans s'en rendre compte. Et donc c'est une tendance qui est très développée. Parce que là, vous voyez, il y a cette notion de Green Friday, pour dire qu'il y a peut-être autre chose que le Black Friday, pour expliquer qu'on peut peut-être consommer différemment, etc. Mais on revient toujours sur un même principe, qui est le fait de valoriser et d'arriver à des relations de marché. Alors ça a un impact économique très simple, c'est qu'en fait, d'un point de vue, là, pour le coût macroéconomique, chacune de ces transactions va être comptabilisée dans la richesse nationale et dans le PIB. Donc c'est aussi une démonstration qu'on est véritablement dans un système capitaliste, voilà, au sens économique du terme, et que quelque part c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, on est dans un système, et ce système est extrêmement puissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se poser la question de consommation et surconsommation? Ça, il faut regarder quelques petits... La mise en page de mon PowerPoint a un peu sauté. Bref, il faut revenir sur quelques chiffres tout à fait factuels qui illustrent cette question de la surconsommation. La moitié des biens qui sont achetés pendant le Black Friday sont renvoyés. Ça signifie que la moitié de ces biens n'ont strictement aucune utilité, aucun usage, et que, parce que le retour est gratuit, eh bien, ils sont retournés directement à leur expéditeur. Donc là, ça pose factuellement cette question de la surconsommation. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est l'activité des expressistes. Alors les expressistes, vous savez peut-être pas trop ce que c'est. Ce sont ces entreprises type DHL, Relais Colis, qui traitent tous les colis de B2B ou B2C qui sont acheminés, qui sont échangés sur des plateformes type Amazon, Vinted, Sarenza, tout ce que vous voulez. Entre 2018 et 2020, eh bien, le volume de colis traités a triplé. Alors qu'auparavant, on estimait que l'augmentation annuelle était de l'ordre de 20%. Alors il y a eu l'effet Covid, qui fait qu'on est resté plus chez nous et qu'on a moins consommé dans les magasins. Certes, mais est-ce que cette évolution, qui est quand même assez considérable, tripler un volume d'activité, c'est quand même énorme, est-ce que ça ne traduit pas autre chose? Et je vous ai juste mis une statistique supplémentaire. La Poste, au mois de décembre l'année dernière, a acheminé 4 millions de colis tous les jours. Ce qui est là aussi absolument considérable. Donc est-ce qu'on est simplement sur une évolution des modes de consommation qui nous ferait passer plus massivement au B2B que dans la promenade dans les magasins? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fondamental? Alors cette question, elle peut être posée au regard des nouvelles pratiques de consommation. Cette question, elle peut être posée si on regarde le rôle récent des influenceurs. Bon, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a maintenant une école des influenceurs qui a été créée et qui promet 5 000 € de revenus par mois et je ne sais pas combien de followers aux élèves qui seraient susceptibles de s'intéresser à ce type de formation. Et cette question auquel les jeunes sont peut-être plus sensibles, est-ce que Booba a raison d'aller se partir en guerre contre les influenceurs? Donc ces influenceurs qui, évidemment, sont une certaine façon de mettre l'accent sur cette consommation peut-être irraisonnée, et en tout cas qui n'est pas basée sur un acte de consommation raisonné. Deuxième élément qui ferait penser qu'on est passé sur un mode de consommation complètement différent, c'est la partie digitalisation et le fait qu'elle a transformé notre perception des achats. Transformer notre perception des achats, par exemple, sur une plateforme américaine qui s'appelle Robinhood, qui a transformé l'achat d'un actif financier en processus simplifié à l'extrême, qui fait que Madame Smith ou Monsieur McDonald aux États-Unis, avec quelques centaines d'euros, peut se constituer un portefeuille boursier avec des outils à très fort effet de levier. Donc là, c'est le fait que des éléments qui ne relèvent pas de la consommation, comme l'achat d'un actif financier, ont été tellement simplifiés et tellement transformés qu'ils sont devenus aussi banals que l'achat d'un burger ou un achat sur Amazon.
Deuxième exemple, qui est plus proche de chez nous, en termes d'innovation qui vise à toujours plus consommer, y compris avec certaines limites éthiques qui peuvent être discutables, le principe du buy now, pay later, qui consiste en fait à faire consommer en décalant le paiement, en le fractionnant et en le décalant pour pouvoir permettre aux consommateurs de toujours plus consommer, y compris quand manifestement ils n'en ont pas les moyens. Alors c'est amusant, si ce sujet vous questionne, vous irez regarder La Poste, qui a fait un rapprochement stratégique avec une de ces fintech basée sur le Buy Now, Pay Later, qui s'appelle Django. Et donc, ils affichent en gros sur leur site qu'ils sont arrivés qu'ils approchent ce mode de financement d'une façon éthique. Ça peut laisser songeur. Voilà. Donc, la digitalisation, elle a quand même complètement... Elle a contribué à rendre l'achat beaucoup plus simple et donc... En le rendant plus simple, elle le démystifie dans énormément de domaines. Et effectivement, ça favorise une forme de surconsommation. Alors, la surconsommation, pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous serions plus amenés à surconsommer maintenant que nos grands-parents durant les 30 Glorieuses, quand ils achetaient une 4 chevaux, l'année d'après un frigidaire, l'année d'après une machine à laver ? Eh bien, il y a un sujet qui est, à mon avis, sociologique et qui est à mon avis intéressant à travailler ou à regarder, c'est la question du rapport au travail. Ou peut-être est-ce à cause du néolibéralisme ou du capitalisme, je ne sais pas. Le travail est de plus en plus vécu comme étant une souffrance. Alors il est vécu comme étant une souffrance et facilement ou de façon assez classique, la pseudo-étymologie de travail, tripalium, donc un outil pas très sympathique, une fourche à 3 dents, est rappelée comme étant l'étymologie du travail. Donc le travail n'est qu'une souffrance. Et donc, en fait, cette surconsommation, est-ce qu'elle n'est pas plutôt en train d'essayer de cacher le fait qu'il y a, d'une certaine façon, un mal-être au travail et que la consommation apparaît comme étant une espèce de psychotrope qui vise à faire oublier que 8 heures par jour, seul derrière un écran d'ordinateur, en télétravail ou sur un open space, eh bien en fait, le consommateur lui-même ne trouve pas forcément de sens dans son travail, hormis le fait d'avoir un exutoire avec le salaire qui consiste à lui permettre de consommer. Et donc, pour illustrer cette question de la souffrance au travail, je vous ai mis là aussi une petite affiche assez rigolote d'un jeune homme tout à fait sémillant et souriant qui vous explique que, eh bien, grâce à l'investissement immobilier, lui, il n'a plus besoin de travailler. Et donc, qu'il peut jouir de la vie sans avoir justement cette souffrance. Et donc, lui est arrivé au summum, c'est-à-dire qu'il a à la fois les revenus sans avoir la souffrance au travail. Alors, il a oublié de préciser une chose, ce cher jeune homme, c'est que peut-être qu'il vend sa prestation non pas simplement sous forme de livre, mais sous forme de compte personnel de formation. Et en général, les deux vont ensemble, montrant que, on revient au sujet de tout à l'heure, tout n'est finalement que marchandise, le savoir ou une paire de chaussures. Voilà. Voilà ce que j'avais. Voilà mon opinion sur le sujet. Merci beaucoup.